Chers amis, nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois au sein de nos universités M. Fabien Bouglet. Monsieur Bouglet, vous êtes chef d'entreprise dans les secteurs financiers et culturels. Vous êtes enseignant, entre autres, à Paris-Dauphine. Vous êtes auteur de nombreuses tribunes pour des magazines financiers ou artistiques. Et vous êtes également élu municipal à Versailles. Tout ceci, normalement, remplit déjà de manière honorable une vie d'homme engagé. Mais visiblement, cela ne vous a pas suffi. Car depuis plus de 10 ans maintenant, vous êtes surtout reconnu comme un lanceur d'alerte écologiste, engagé efficacement dans la lutte contre les éoliennes. Entre 2011 et 2016, en collaboration avec le Service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, vous dénoncez le scandale de la corruption dans l'industrie éolienne. En 2018, vous contribuez à rendre public le prix exorbitant du rachat de l'électricité éolienne en mer, tarif qui, depuis et grâce à vous, a été renégocié par l'État. Auteur du best-seller Éolienne, la face noire de la transition écologiste, qui s'est déjà écoulé à plus de 15 000 exemplaires, vous enchaînez les interventions pour combattre ce fléau assez récent, finalement, qui prolifère au sein de notre belle campagne française et qui défigure notre littoral. Votre double sensibilité artistique et financière, votre sens de l'engagement, vous prédisposez finalement à vous lancer dans ce combat de titans. Vous nous permettez en plus d'annoncer en exclusivité la sortie le 6 octobre de votre prochain livre, Nucléaire, les vérités cachées face à l'illusion des énergies renouvelables. Nous sommes très heureux de vous accueillir et impatients de vous entendre. Merci à Renaissance catholique, à Jean-Pierre Maugendre et à toute l'équipe de l'organisation de ces universités de m'accueillir parmi vous aujourd'hui au sein de cette université très bien organisée dans un lieu absolument splendide. Vous avez vraiment choisi un endroit formidable où on se sent bien. Effectivement, je suis très heureux aujourd'hui d'intervenir devant vous pour parler du sujet de l'éolien et de la pollution éolienne. En préalable, je préciserai que même si ma tendance politique globale, puisque je suis élu d'hiver droite conservateur à Versailles, m'oriente et m'incline plutôt dans une orientation de proximité avec l'esprit de Renaissance catholique, concernant le combat contre la pollution éolienne, il m'est amené de faire des interventions dans tous les types de mouvements, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Je suis intervenu, j'ai fait une très très sympathique intervention au sein de la librairie Tropique, qui est une librairie d'extrême gauche à Paris, formidable. Il y a une vidéo d'ailleurs très sympathique sur Internet. Ce que je veux dire par là, c'est que cette question des éoliennes, qui peut paraître surprenante, on peut se dire c'est bizarre, ça intervient de plus en plus dans le débat public, transcende les courants politiques, comme aujourd'hui d'ailleurs la question de l'Ausweis sanitaire, si je peux l'appeler ainsi, transcende les courants sociologiques et politiques. Et c'est peut-être d'ailleurs ce combat sur l'éolien une forme moderne d'engagement citoyen. Et en tout cas, moi, je suis heureux de côtoyer des personnes de toutes tendances. Effectivement, cette question des éoliennes, elle est revenue, alors évidemment, suite à la publication de mon livre, il y a 2 ans maintenant, juste avant cette crise du Covid. Elle est revenue tout récemment sur le devant de la scène avec la tribune de Stéphane Bern, dont vous avez dû entendre parler, qui était corrélative à un documentaire, que je vous incite d'ailleurs tous à aller voir, qui s'appelle « Du rêve aux réalités », que nous avons financé en crowdfunding suite à une conférence que l'on avait réalisée au Cercle de l'Union Interalliée le 29 septembre 2020
et conférence lors de laquelle justement tous les mouvements anti-éoliens s'étaient rassemblés pour financer ce documentaire qui a eu un succès absolument considérable, notamment grâce à l'intervention et la tribune de Stéphane Bern, puisqu'elle était vue à 300 000 fois sur YouTube, ce qui est quand même un score honorable, et ce qui a fait trembler l'intelligentsia écologiste parisienne qui souhaite mettre les éoliennes à la campagne, vue du canal Saint-Martin dans les quartiers boboisés, qui pensent à la décarbonation de l'électricité pour eux, mais surtout avec les inconvénients à la campagne. Alors, Stéphane Ben, on le voit dans l'actualité, cette question des éoliennes devient même un marronnier. Vous savez, dans la presse, c'est lorsque tous les ans, pendant l'été, donc vous avez ce numéro spécial éolien. Et on vient de le voir parce que ce week-end, c'est donc Le Figaro Magazine qui a publié son marronnier sur le sujet. Et on a eu, je vous recommande deux marronniers qui ont été publiés cet été. Celui de Valeurs Actuelles qui est sorti le 4 août, qui fait un bon panorama des combats existants. Et surtout, celui de l'Incorrect, qui a publié donc en juillet-août un numéro spécial dans lequel on a parlé du cas emblématique des éoliennes au large de Saint-Brieuc, et surtout qui a dévoilé quelque chose de très important que moi-même je ne connaissais pas, que je n'ai pas mis dans mon livre, et donc un article très intéressant sur le rôle de Valérie Pécresse et de son mari dans la pollution éolienne au large des côtes françaises, puisqu'en fait c'est Valérie Pécresse qui est au cœur de ces programmes. Et donc je pense que dans le cadre de la primaire des Républicains, on saura s'en souvenir pour nous les écologistes qui donc nous impliquons dans les différentes primaires, y compris aux primaires d'Europe Écologie Les Verts. J'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, j'ai fait un petit propos introductif assez long, mais tout d'abord, un petit panorama général. Ça fait 20 ans qu'on a cette politique éolienne, notamment depuis l'arrêt Cochet. Cochet, qui est donc un écologiste collapsologue, pense qu'il faut la décroissance, qu'il faut la fin du monde, qu'il faut reprendre des bougies, des charrettes, que le monde va exploser et qu'il ne faut plus d'enfants. Enfin bon, bref, la totale. On parlait de malthusianisme tout à l'heure. Et donc c'est Cochet qui, en 2020, a déclenché les hostilités, si je puis dire ainsi, en attribuant, et j'y reviendrai plus tard, un tarif de rachat préférentiel pour les promoteurs éoliens. Et depuis, donc, c'est 8000 éoliennes qui ont été installées en France, 8000, et le plan pluriannuel de l'énergie, qui a été publié pendant la crise du Covid, prévoit 15 000 éoliennes, et une multiplication très importante des éoliennes au large des côtes françaises. Il faut préciser que les éoliennes prévues en France en mer ne sont pas des éoliennes offshore, comme il est mentionné, mais des éoliennes côtières, à 10-15 km des côtes. Ce n'est pas du offshore. Et on y reviendra. Donc là, actuellement, il y a 7 projets éoliennes bien établis, de Dunkerque au large de Saint-Brieuc, au large de la Baule, entre les îles Dieu et Noirmoutier. Et il y a un projet en cours au large de l'île d'Oléron et de l'île de Ré. Et quelques-uns aussi prévus donc dans la Méditerranée. Alors qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur ce dossier, puisque, comme on l'a dit, moi je suis consultant depuis 18 ans, chef d'entreprise dans le monde de l'art et de la finance. C'est tout simplement comme beaucoup de personnes qui sont confrontées à un projet de parc éolien. J'avais une petite maison de cette période-là. Et un jour, j'ai découvert dans une supérette qu'il y allait avoir 13 éoliennes de 150 mètres de haut à 800 mètres de mon domicile, enfin de la maison que j'étais en train de restaurer. Cette petite supérette où j'allais acheter mon pain a changé ma vie, puisque à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis mis à combattre d'arrache-pied ce scandale. On n'était pas beaucoup au début, il y a 10 ans. On avait un grand moment de solitude quand on organisait des réunions publiques. C'était pas facile. Et puis, plus les promoteurs éoliens ont développé leurs projets néfastes,
plus il y a eu une multiplication de personnes à combattre ces éoliennes, et plus de personnes pas très équipées à la campagne. On est arrivé à des personnes sociologiquement très diversifiées, du capitaine d'industrie, du patron de télévision, de monde du luxe, jusqu'aux gilets jaunes, de l'agriculteur jusqu'aux financiers. Et aujourd'hui, on est dans une situation qui a complètement changé, puisqu'en fait, ça touche aujourd'hui beaucoup, beaucoup de monde, les pêcheurs, les agriculteurs, et donc c'est un sujet très, très grave. Ce sujet m'a amené à découvrir que les projets d'éoliennes étaient entachés de prise illégale d'intérêt. J'y reviendrai. En gros, en fait, les éoliennes étaient installées sur les terres des élus des municipalités concernées. C'est effectivement plus facile d'installer les terres sur les terres des élus. Comme ça, on était à peu près sûr d'avoir les autorisations administratives. Ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. J'ai été pendant des années en lien avec le service central de prévention de la corruption. Et on avait dévoilé 250 plaintes pour prise illégale d'intérêt. Quand je dis 250 plaintes, c'était 250 enquêtes préliminaires. Il y a eu des premières condamnations en 2011. Madame Landmen, première condamnée pour prise illégale d'intérêt, qui pourtant avait été prévenue plusieurs fois. Et en 2014, le service central de prévention de la corruption a dénoncé dans son rapport d'activité le caractère massif de la corruption dans l'éolien. À ce moment-là, les promoteurs éoliens ont écrit un courrier aux députés pour demander le changement de la loi sur les prises illégales d'intérêt. Bon, le courrier, on l'a eu parce qu'on a des gens partout. Et le soir même, il y avait une dépêche de l'AFP, puisqu'on a aussi des personnes à l'AFP. Et on avait le drôle du courrier à l'Assemblée nationale des promoteurs éoliens. Donc leur projet néfaste, là aussi, a été détruit, puisqu'en fait, effectivement, il y avait un projet de remise en cause de la prise illégale d'intérêt. En droit pénal, pour les juristes, la modification de la définition de la prise illégale d'intérêt permettait ce qu'on appelle la rétroactivité numissus, c'est-à-dire l'application de la loi pénale la plus douce. À partir du moment où la loi passait, elle était applicable pour les contentieux antérieurs, donc les 250 plaintes qu'on avait déposées. Donc c'est plus simple, François Hollande a supprimé le service central de prévention de la corruption, c'est tellement plus facile, et donc le magistrat avec lequel j'étais en relation a été muté, et tous les dossiers ont été enterrés. Quelques années après, je fais un petit tour d'horizon parce que ça vous donne un petit peu l'état d'esprit, parce que le pass sanitaire et tous ces trucs-là, les modifications de la loi sur Enfin bon, bref, on connaît ça, nous, depuis 10 ans, les anti-éoliens. On a vu progressivement la démocratie, entre guillemets, s'étioler et perdre progressivement tous les fondements des fameuses valeurs de la République chères à ces personnes, qui sont les premiers à les détruire eux-mêmes. En 2017, je découvre que le tarif de rachat des éoliennes en mer, au large des côtes françaises, pour les 6 premiers parcs, est de 220 € le mégawattheure. Pour vous donner un ordre d'idée, le tarif habituel de négociation de l'électricité, ça s'appelle le tarif spot. Si des personnes sont habituées à la bourse, c'est le tarif de marché. Le tarif spot en 2017 était de 45 € le mégawattheure. Donc, 220 € moins 45 égale 180 €. Les 180 € sont une subvention payée par le contribuable. La totalité des subventions pour les simples 6 premiers parcs éoliens en mer pesait 40 milliards d'euros. J'ai découvert d'ailleurs que ces 40 milliards d'euros étaient financés, pas par n'importe quoi, par la taxe carbone dont on est à l'origine, qui est à l'origine de la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, quand on regardait bien, la Commission de régulation de l'énergie nous expliquait que pour financer le développement des énergies renouvelables, ils avaient lancé un CAS. Alors, ce n'est pas le CAS du siècle, c'est le compte d'affectation spéciale. Et ce compte d'affectation spéciale était financé par la taxe carbone sur l'essence, qui servait à financer les subventions, et j'y reviendrai, des éoliennes en mer et des éoliennes sur terre. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure.
Et donc, j'ai dévoilé ce scandale, j'ai posé des questions écrites par l'intermédiaire de députés, j'ai fait des interventions dans le Figaro, etc. Et on a réussi à obtenir un amendement de renégociation. À ce moment-là, Nicolas Hulot a envisagé sa démission, sachant que le gouvernement souhaitait que le tarif de garantie, parce que c'est un tarif garanti, c'est-à-dire que non seulement il est de 220 €, mais quelle que soit la valeur du tarif spot, c'est garanti dans les poches du promoteur éolien. Et donc, le gouvernement avait dit, on fera un tarif à 90 € garanti. Et là, Nicolas Hulot a menacé de démissionner, et Emmanuel Macron a annoncé à Saint-Brieuc, le projet de Saint-Brieuc, qui est d'ailleurs emblématique actuellement, un tarif à 180 € le mégawattheure. On arrivait donc à 30 milliards d'euros de subventions, donc on n'avait pas changé grand-chose. Et voilà. Donc, je vous dresse un panorama, mais ça explique, si vous voulez, la raison pour laquelle j'ai été investi sur le sujet. Et donc, il y a 2 ans, j'ai publié ce premier livre, Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui reprend, si vous voulez, dans 10 chapitres, les grandes raisons pour lesquelles les éoliennes sont une imposture. Mais ce n'est pas simplement une imposture. Dans mon prochain livre, donc qui sort dans un mois, là, je pensais que c'était une imposture, mais avec mon prochain livre, Le nucléaire, les vérités cachées, on va découvrir que l'éolien, c'est une trahison. Trahison d'État. Une grave trahison d'État. Très, très grave. Dans le cadre d'une guerre économique avec l'Allemagne en particulier. Alors, je commence à être long là, hein. Vous me dites... Non. Alors, d'abord, pourquoi les éoliennes constituent une imposture écologique? Ça, d'abord, je pense que c'est un élément important. Greenpeace, sur son site internet, nous met les éoliennes comme des jolies fleurs pour sauver la transition énergétique. On imagine les jolies fleurs dans les cheveux de Greta Thunberg. Eh bien non. Non, les éoliennes ne sont pas des jolies fleurs, ce sont des jolis monstres. Et pour vous en convaincre, malheureusement, je n'ai pas de photo, mais vous avez tout ça sur Internet. Je précise que tout ce que je mentionne dans mon livre est sourcé, documenté, avec des informations scientifiques, universitaires, et on ne peut plus rigoureuses. Il n'y a rien de presse complotiste ou autre. C'est vraiment des choses sourcées. D'ailleurs, ça a été reconnu par la presse au moment de sa sortie. D'abord, il faut étudier les éléments de composition d'une éolienne. Vous avez 4 grands éléments de composition. Vous avez le socle, vous avez le mât, vous avez la nacelle et vous avez les pales. Hormis le mât, j'élimine le mât est recyclable, c'est du métal, ça fond et c'est réutilisé. Donc ça, j'en parle pas. Les 3 autres éléments sont problématiques. Le premier élément, c'est le socle en béton. Alors, le socle en béton, c'est 1500 tonnes de béton. Donc, on a 1500 tonnes de béton et 50 tonnes, minimum entre 50 et 100 tonnes d'armatures métalliques qui sont mises dans le sol. Et comme, contrairement à ce que disent les promoteurs éoliens, comme les socles en béton ne peuvent pas être recyclés parce qu'on ne peut pas les enlever. D'ailleurs, j'ai eu l'autre jour dans une kermesse d'une école hors contrat un des cadres de EDF Énergie Nouvelle. Il m'a dit, vous savez, monsieur Bouglet, on les enlèvera jamais. Ça, on le savait, mais c'était un aveu quand même d'un cadre d'un de mes adversaires. Socle en béton, 1500 tonnes. Alors, la loi oblige à raboter en fin de vie. En fin de vie, la loi oblige à raboter les socles en béton d'1 mètre par rapport au niveau du sol. Alors, ce qu'ils font, les promoteurs, c'est qu'ils enfoncent d'1 mètre supplémentaire le socle en béton, comme ça, c'est réglé. Ils savent très bien que comme ils n'auront pas à l'enlever, eh bien, ils ont réglé le problème du 1 mètre.
Alors c'est intéressant parce que ça soulève la question de la raison, je fais une petite incise, de la raison pour laquelle, d'ailleurs on me pose souvent la question, mais pourquoi les promoteurs éoliens louent aux alentours, aux agriculteurs, louent 10 000 euros l'implantation d'une éolienne par an, alors qu'ils pourraient acheter les parcelles de terre. Ça coûte 1 hectare de terre agricole, ça coûte pas, c'est pas énorme. Donc ils vont investir 200 000 euros par éolienne pour 20 ans, à peu près, de durée moyenne d'une éolienne. Pour quelles raisons ils font cette dépense? Tout simplement parce qu'on a découvert que les propriétaires des parcelles éoliennes, des éoliennes, étaient structurellement déficitaires en France et appartenaient à des holdings, au Luxembourg ou dans des paradis fiscaux, qui remontaient les bénéfices et qui laissaient les holdings déficitaires. Or, le jour où on va arrêter de donner des prix garantis aux promoteurs éoliens, ils vont faire faillite et s'ils sont propriétaires des parcelles, ils ne peuvent pas dégager tranquille. Tandis que, si on prend le code civil, celui qui est propriétaire de la parcelle, il est propriétaire de ce qui est construit dessus. Donc le jour où la filiale propriétaire du droit de l'éolien va faire faillite, eh bien, le propriétaire qui aura le socle en béton et les éoliennes aura que ses yeux pour pleurer. Il aura bien sûr récupéré 200 000 euros par éolienne, mais le coût de déconstruction d'une éolienne, et encore, on ne sait pas trop pour le socle en béton, c'est de l'ordre de 600 000 euros. Alors que le gouvernement prévoit des cautions de l'ordre de 50 000 euros. Et ça, les 600 000 euros, je ne les sors pas comme ça de mon chapeau, c'est qu'on a découvert dans des enquêtes publiques des devis de déconstruction d'éoliennes entre 400 et 600 000 euros. Donc vous voyez que tout est bien ficelé. Le promoteur éolien sait très bien que le jour où il n'y a plus de subventions sur les éoliennes, il s'en va. Et tous les agriculteurs qui ont dit « Oh, j'ai un bon coup », parce que je connais le milieu agricole, « J'ai un bon coup là, etc., on va mettre des éoliennes », eh bien, il n'aura plus que ses yeux pour pleurer parce qu'il ne pourra plus vendre son exploitation agricole. Qui voudra d'une exploitation agricole avec 20, 10, 5 éoliennes qui vont gréver avec cette obligation de rachat? Je ferme la parenthèse. Donc vous voyez déjà, rien que le socle en béton, sans parler du bilan carbone des socles en béton. Les nacelles d'éoliennes. Donc les nacelles d'éoliennes, c'est cette espèce vous voyez ça derrière les pales, c'est l'endroit où il va y avoir la turbine qui va transformer le vent en électricité. Eh bien ces nacelles, pour simplifier l'entretien de ces nacelles, au début ils utilisaient de la ferrite. Et en fait, ça nécessitait la venue de personnel pour entretenir régulièrement. Et donc ils ont décidé d'utiliser, depuis quelques années, surtout certaines marques d'éoliennes, des terres rares. Quand on parle de terres rares, ce sont en fait des métaux, et en particulier le néodyme. Le néodyme, il faut savoir, c'est tellement polluant à extraire que tous les pays occidentaux ont arrêté d'extraire le néodyme. C'est pour cette raison que c'est la Chine qui a le leadership avec 80% de la production de néodyme dans le monde. C'est d'ailleurs une des raisons de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine, parce que comme le néodyme, on en a besoin aussi dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, eh bien, la Chine fait de la rétention sur cette matière première. Il y en a un peu en Afrique également. Rhône Poulain, qui avait une usine de néodyme, ils ont arrêté, c'était tellement polluant. Alors, c'est tellement polluant, c'est juste pour vous expliquer, on va charrier de la terre, d'énormes zones de terre, et on fait... Pour extraire, on va par exemple 2, 3, 4, 5 tonnes, vous avez dans mon livre les ratios, vous allez récupérer 1 kg de néodyme. Et pour obtenir ce kilo, on va faire des lavages à l'acide sulfurique. 10 bains d'acide sulfurique successifs. Et ces bains d'acide sulfurique, c'est tellement polluant que c'est jeté, vous voyez, vous tapez sur Internet, un lac toxique, qui est à Baotou, en Mongolie, vous avez un lac toxique. Je ne vous fais pas un schéma, quand j'ai des photos, tout le monde est... Donc, lac toxique, les effluents vont dans comment on appelle ça, la nappe phréatique, et vous avez, parce qu'il y avait Mitsubishi, une usine de Mitsubishi qui utilisait les terres rares, eh bien, vous avez des leucémies d'enfants, et vous avez même une radioactivité, parce que quand vous concentrez la matière qui contient
des éléments radioactifs, eh bien à Baotou a été calculé, a été établi une radioactivité 3 fois supérieure à celle de Tchernobyl, par exemple. Hein. Donc, voilà, Europe Écologie Les Verts. Alors évidemment, quand j'ai sorti ça sur RTL, j'étais avec un représentant des promoteurs. Nous n'avons pas de terres rares dans nos nacelles d'éoliennes. Ils me disent. Alors, je dis, sourcez. Mais évidemment, ils ne sourcent pas. Alors moi, mes sources, c'est le plan pluriannuel de l'énergie du ministère de l'écologie. C'est facile. Donc, ce plan dit, dans une page, 1 tonne pour les éoliennes en mer et 200 kilos pour les éoliennes sur terre. Alors, évidemment, c'est un élément prioritaire. Alors, comme j'ai sorti ça en 2019 et que c'était un document provisoire que j'ai gardé, on l'a modifié dans la sortie officielle après. Alors là, ils ont mis un document de l'ADEME en disant qu'il n'y a pas de terres rares dans les éoliennes. Mais ils ne sourcent rien. Moi, j'ai trouvé un autre document de Mescart Gestion Privée, qui est une société financière, qui a fait une étude importante sur le besoin en néodyme. Et qui donne un tableau avec marque d'éolienne par marque d'éolienne, le besoin en terres rares par marque d'éolienne, notamment Siemens Gamesa et l'autre Siemens et Vestas. Vestas qui est le promoteur et le producteur d'éoliennes danoises. Donc là, on a un élément qui est... Alors, ils vont vous dire vrai, faux, vous savez ce qu'ils font, etc. Et puis, en fait, voilà, c'est encore un nouveau mensonge. Et donc, Europe Écologie Les Verts, ils veulent leurs éoliennes dans la campagne en polluant pour avoir leur électricité propre pour alimenter les voitures électriques de Stalingrad à Paris. Et ça fait mourir les enfants en Chine, en Mongolie. Ils n'en ont rien à faire. Alors, le troisième élément, parce que ce n'est pas fini, c'est les pales d'éoliennes. Alors, les pales d'éoliennes, elles font 50 mètres de long. Elles sont réalisées en fibre de carbone et fibre de verre. Et les pales d'éoliennes, eh bien, elles ont une particularité, c'est qu'elles ne sont pas recyclables. Si vous les brûlez, ça fait des fumées, et ça, ce sont des documents de la Bundeswehr, d'experts de la Bundeswehr, qui ont établi que si vous brûlez des fibres de carbone et des fibres de verre, ça fait une fumée cancérigène comme le cancer de l'amiante. Donc vous ne pouvez pas le brûler. Donc ils sont bien embêtés. Donc, en fait, ils les jettent dans des décharges. Et à la sortie de mon livre, nous n'avions pas... On pense qu'il y a des décharges en Afrique. Et on n'avait pas d'éléments de preuve. Et juste au moment où je suis sorti, il y a eu un article dans la presse américaine, dans le Wyoming, dans la ville de Casper, où on a découvert une décharge d'éoliennes avec des centaines et des centaines de pales éoliennes alignées les unes contre les autres, enterrées. C'est peut-être pour faire des jolies pâquerettes pour Greta, peut-être qu'ils vont pousser. En tout état de cause, elles ont été enterrées. Et ce qui est intéressant, c'est que Reuters, l'agence de communication, enfin l'agence de presse américaine, a fait, après cet article local, un grand dossier, et vous trouvez sur Internet et dans les réseaux sociaux cet alignement vu du ciel qui a été repris par une agence de presse américaine, et c'est effectivement édifiant. Alors, lorsque j'ai sorti mon livre, j'ai annoncé ça, parce que c'était quand même assez nouveau dans les éléments, le Vestas, qui est le principal fabricant de pales d'éoliennes, expliquait qu'ils allaient trouver une solution, ils avaient trouvé une solution qui serait valable d'ici 2040. Bon, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Et j'ai trouvé depuis une information, une double information intéressante. La première, c'est que les éoliennes, vous avez les fibres de carbone, mais vous avez aussi le balsa. Et le balsa, en fait, c'est principalement extrait en Amazonie. Donc, en fait, on détruit les forêts amazoniennes pour faire du balsa, pour faire des éoliennes qui sont censées sauver la planète. Sans compter que des études qui ont été réalisées toutes récentes établissent que les pales d'éoliennes, en tournant et en usant, produiraient, vous savez, ce plastique-là, j'ai oublié le nom de ce plastique qui peut être cancérigène. Bon, bref, c'est absolument épouvantable. Donc, vous voyez déjà, si on fait le bilan écologique des éoliennes, on est loin de la jolie fleur dans les cheveux de Greta Thunberg. Mais le pire n'est pas là. On n'en est qu'au début. L'autre écueil
fondamentale, c'est un aspect que j'évoquerai également dans mon prochain livre, c'est, et tout le monde l'a constaté, que les éoliennes, ça ne marche pas tout le temps. Voilà, bon, ça c'est simple. C'est intermittent. Et comme on ne peut pas baser un mode d'électricité sur quelque chose d'intermittent, on n'imagine pas le TGV s'arrêter au moment où les éoliennes ne tournent pas, enfin, c'est logique, on est obligé d'avoir toujours du courant dans le réseau électrique. Et comme les centrales nucléaires, qui représentent 70% de notre électricité, ne sont pas pilotables, eh bien, nous devons compenser l'absence de fabrication d'électricité par des usines au gaz, au pétrole et au charbon, qui sont les 3 énergies fossiles les plus émetteurs de gaz à effet de serre. 1000 grammes de CO2 pour le charbon par kilowattheure produit, 500 grammes pour le gaz et à peu près un petit peu moins pour le pétrole. Le nucléaire, c'est 6 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Donc autant dire... Alors, cette intermittence, comment on le calcule? Eh bien, c'est extrêmement simple. On le calcule par ce qu'on appelle le facteur de charge. Je ne sais pas si vous avez suivi, certains d'entre vous, la polémique qu'il y a eu quand Stéphane Bern a dit « les éoliennes fonctionnent 25% du temps ». Ça, c'est une notion très importante. En fait, c'est le facteur de charge. Le facteur de charge, c'est quoi? On prend théoriquement une unité de production électrique. Elle produit 8760 heures. On fait comme si elle produisait à puissance maximale 8760 heures. Ça nous donne une production théorique maximale. Et on compare avec la production réalisée. C'est simple. Eh bien, le facteur de charge des éoliennes est de 24,7%. C'est-à-dire qu'une éolienne produit un quart de sa capacité maximale de production. À titre de comparaison, une centrale nucléaire produit un facteur de charge de 85%, approximativement. Et donc, les 75% de non-production, il faut utiliser ces usines au gaz. Il faut savoir que, dans le cadre du rapport du ministère de l'écologie, qui s'appelle Bilan bas carbone, stratégie bas carbone, qui a été publié en 2020, il est précisé dedans que la fin du nucléaire et le développement des énergies renouvelables allaient devoir faire en sorte que la France ouvre 20 centrales au gaz avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'installation d'éoliennes conduit à l'augmentation des gaz à effet de serre, ce contre quoi on est censé lutter en installant des éoliennes. L'Allemagne, qui est prise comme modèle par Barbara Pompili, elle nous dit « Oh, l'Allemagne émet 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Nous, on émet 30 grammes par kilowattheure produit, tandis que l'Allemagne émet 300 grammes en moyenne par kilowattheure produit. Et en plus, les fumées de charbon qui sont utilisées pour les usines au charbon, avec les vents d'Est, viennent polluer la France avec la pollution aux particules fines. Donc c'est génial. Vous avez un autre exemple qui est vraiment intéressant. Alors vous avez tout ça, vous avez un site qui s'appelle Electricity Map, qui est une start-up danoise, qui vous donne heure par heure, les émissions de carbone liées au mode de production et liées au pays. Et l'Irlande est très intéressant parce que l'Irlande, c'est un pays qui n'a pas de centrale nucléaire. Et par exemple, je prends un chiffre du 10 août, par exemple, eh bien l'Irlande produisait 60% de son électricité avec des éoliennes et le reste avec des énergies fossiles. Et pour autant, l'Irlande émettait 10 fois plus de gaz à effet de serre que la France. Donc on le voit, je l'ai dit l'autre jour sur Europe 1, les éoliennes ne servent à rien du tout. Et pire, attendez, parce que là je vous ai parlé que de la partie écologique, c'est que la France a une particularité, c'est qu'on est le pays le plus exportateur d'électricité. C'est que, le pire, c'est que nous produisons 110 de nos besoins. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons 10% d'électricité en surplus que nous exportons.
puisqu'en fait, nous produisons 110, nous utilisons 100, et les 10% sont exportés. Et la production d'électricité éolienne, c'est 6%. C'est-à-dire que nous exportons plus que la production éolienne. Alors que, et c'est là où je voulais en venir, c'est que quand on le voit, on a compris que déjà il y avait un petit problème par rapport aux enjeux énergétiques de notre pays. C'est que derrière, ce sont des questions financières, je l'ai abordé tout à l'heure. C'est que l'éolienne sur Terre, le produit de l'éolienne sur Terre, c'est 93 € le mégawattheure, selon les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie. Et les éoliennes en mer, tout à l'heure, on l'a vu, 180 €. C'est en tout aux alentours de 150 milliards, c'est des chiffres considérables, 150 milliards qui servent à subventionner une électricité que nous exportons en Allemagne au tarif spot. Est-ce que vous avez bien compris que ce que je suis en train d'expliquer, c'est que la France est en train d'acheter à tarif subventionné une électricité dont elle n'a pas besoin et qui sert à participer à la transition énergétique allemande. C'est ça l'enjeu. Nous finançons l'électricité de nos voisins. Alors les 93 €, c'est les chiffres de la Commission de régulation de l'énergie dans son rapport pour 2020. Je ne vous donne pas la page, vous m'excuserez, mais tout ça est sourcé. Réseau de transport d'électricité. Parce que comme les éoliennes, ce n'est pas les réacteurs nucléaires. Réacteurs nucléaires, il y en a 56. Donc en plus, on n'a que 28 centrales. Donc il y a 28 lieux. Les éoliennes, il y en a 8000 et 15 000 en construction. À chaque fois que vous installez une éolienne ou une unité d'éolienne, vous êtes obligé de créer des réseaux de transport d'électricité, donc des lignes à haute tension. Mais comme vous ne pouvez pas les mettre dehors, parce que vous imaginez le nombre de lignes à haute tension qui recouvriraient la France, on est obligé de les enterrer. Puis alors, tout ça, ça coûte très cher. Alors RTE, Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, vient de nous expliquer en janvier qu'il allait falloir payer 100 milliards € pour développer le réseau électrique, pour développer le renouvelable. Alors vous inquiétez pas, ce n'est pas financé par personne, c'est financé par le TURP. Après le casse du siècle, on a la turpitude. Le TURP est prélevé sur vos factures d'électricité. 100 milliards € par le TURP. Donc on est à 250 milliards. Attendez, le patron de RTE, qui était le patron de RTE? Eh bien, ça a été d'abord François Brottes, qui est le député qui a libéralisé le marché des éoliennes, en facilitant la loi sur les éoliennes. On lui a donné son bâton de maréchal en devenant patron de RTE. Et comme il n'avait plus l'âge, par qui a-t-il été remplacé? Par un type qui s'appelle Piacheski, qui était le conseiller du président de la République, Hollande, qui a établi la loi Brottes de libéralisation des éoliennes. C'est-à-dire les deux acteurs du développement de l'éolien politique sont devenus les patrons de RTE, le réseau de transport d'électricité, chargés de la politique de raccordement des éoliennes au réseau. Et comme ce n'était pas suffisant, il y avait la responsable du lobbying de France Énergie Éolienne, qui est le syndicat des promoteurs éoliens, elle s'appelle Pauline Lebertre, qui a été nommée en janvier directeur de cabinet adjoint du président de RTE. Comme ça, c'est super. Et RTE, en février, a lancé le scénario 100% renouvelable. C'est-à-dire, on met des éoliennes partout. Voilà où on en est aujourd'hui. Je voudrais en finir. Donc, avec ce niveau de sous et d'argent financé par le contribuable et le consommateur, puisqu'on a vu tout à l'heure que la crise des Gilets jaunes était à l'origine l'augmentation de la taxe carbone qui sert à financer ces fameux 250 milliards, enfin, sauf le TURP. Eh bien, on comprend qu'on ait une corruption généralisée. Et d'ailleurs, en Espagne, vous avez d'énormes affaires de corruption,
d'énormes affaires de corruption. Le Conseil en Castille, avec la Muela, qui est la mère qui a été condamnée à 100 millions de dollars d'amende, 17 ans de prison. Vous avez des affaires de corruption aux États-Unis, au Canada, en France également. Le Conseil général de Vendée, par exemple, qui a une enquête préliminaire, parce que le Vendée Globe est financé par les promoteurs éoliens, et le Conseil général qui détient le Vendée Globe a donné un avis favorable au parc éolien au large de l'Île-Dieu et Noirmoutier. Donc il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte. Bon, bref, plein d'affaires partout. Malheureusement, le service central de prévention de la corruption, comme je vous l'ai dit, a été supprimé. Mais par contre, si on regarde la presse italienne, eh bien, on découvre des affaires pas très claires avec Cosa Nostra, qui est quand même la mafia, puisque une grande partie de la filière éolienne italienne appartient à Cosa Nostra, qui utilise les éoliens non seulement pour toucher les subventions européennes et les subventions, mais également pour blanchir l'argent sale. Et j'ai découvert, vous verrez pour ceux qui achèteront mon livre, comment Engie, via sa filiale Electrabel, avait acheté le parc éolien sicilien qu'il détient aux représentants du chef suprême de Cosa Nostra, à la mafia calabraise, et qui, via sa filiale au Luxembourg, avait vendu à Engie voilà. Donc, le juge antimafia qui s'appelle Scarpinato explique bien qu'il y a une modification structurelle de la mafia qui a justement investi dans une organisation très européenne avec une alliance avec la mafia d'Europe de l'Est. Et le chef suprême de Cosa Nostra, qui est en fuite, a son représentant qui s'appelle Vito Nicastri, appelé le Seigneur du Vent, qui a été mis en tôle tout récemment parce qu'il avait essayé de corrompre un des ministres de Salvini en lui proposant un amendement visant à l'augmentation des tarifs de rachat des éoliennes. Voilà. J'ai fini. J'espère que je suis à votre disposition pour répondre à vos questions qui sont par écrit. S'il y en a d'autres par oral, je me ferai un plaisir également de vous répondre. Merci beaucoup, Fabien Bouglet, pour cette magistrale démonstration étayée avec de moult arguments qui vient nous sensibiliser un petit peu plus sur ce qu'est vraiment l'éolien en dehors d'un désagrément et d'une déstructuration de nos campagnes. Comme vous l'avez remarqué, beaucoup de questions. On va essayer de les classer un petit peu par thème parce qu'on n'aura jamais le temps de répondre à toutes. Néanmoins, un point qui ressort régulièrement, quel conseil donneriez-vous à un particulier pour contrer un projet d'éolienne dans sa commune, près de chez lui? Alors, j'ai eu une question hier qui m'a été posée, qui est un peu différente. Quand vous avez un projet d'acquisition sur une commune d'un bien, il est extrêmement vigilant de regarder sur Google, de taper le nom du village ou des villages avoisinants et taper éolienne, projet d'éolienne, ne serait-ce que vérifier qu'il n'y a pas de projet d'éolienne en cours. Maintenant, pour les personnes qui habitent dans des villages existants, comme il y a une omerta, la même chose. Déjà, vérifier s'il n'y a pas d'éolienne. Parce que moi, j'ai mis quelques années avant de découvrir qu'il y avait un projet d'éolienne. Alors maintenant, je suis un peu plus instruit sur la question. Et je me rappelle d'amis, je leur avais dit, vérifiez près de chez vous. Ils étaient en Mayenne. Mais non, chez nous, c'est pas possible. Ils ont attendu 3 ans. Ils n'ont pas regardé. Et ils avaient bien un projet de parc éolien. Voilà. Donc, ça arrive à tout le monde. Bon, j'habite Versailles, comme je vous l'ai dit. Au début, j'avais quelques amis proches qui étaient concernés. Maintenant, c'est pratiquement beaucoup de monde. On en parle énormément dans les dîners en ville, dans les mariages. Moi, très régulièrement, j'ai des personnes. C'est devenu un véritable sujet politique, sociétal considérable. D'ailleurs, il suffit de voir les audiences que peuvent faire le Figaro sur ce thème. C'est absolument impressionnant et ça va avoir un impact dans le cadre des élections présidentielles. Pour répondre à la personne, s'il y a un parc éolien
tout de suite vérifier s'il y a une association locale. S'il n'y a pas d'association locale, création d'une association locale, contactez la Fédération Environnement Durable, FED, Fédération Environnement Durable. On vous donnera un représentant régional qui vous donnera les statuts types. Aujourd'hui, on a des packages moi, il m'a fallu plusieurs mois. Maintenant, c'est en 15 jours, vous avez tout, le bouquin de Bouglet, les statuts types de machin, et le mode opérationnel de... Voilà, il y a des équipes structurées, il y a des camarades, on est une vraie armée. Hein, là-dessus, c'est important, solidaire. Quand il y a des réunions, tout le monde vient, c'est plein à craquer. Donc voilà, il ne faut pas se sentir seul, mais il faut se battre. Voilà. Vous n'avez pas développé l'éventuelle dangerosité des éoliennes vis-à-vis de la santé. Oui, je ne l'ai pas développé, je ne peux pas tout développer, c'est dans mon livre. Mais effectivement, vous avez tout à fait raison, je n'ai pas développé la question de la santé. La question de la santé, elle est principalement liée à ce qu'on appelle les infrasons. Les infrasons, ce sont des sons qui ne sont pas audibles à l'oreille humaine, qui sont des sons sourds, imperceptibles, et qui peuvent se propager jusqu'à 20 km du lieu d'implantation d'une éolienne. Pour les éoliennes en mer, les infrasons se diffusent à 50 km. C'est la raison pour laquelle vous avez des échouages de baleines lorsqu'il y a des éoliennes qui sont installées en mer. Beaucoup d'échouages de baleines en mer du Nord sont intervenus après l'installation des éoliennes en mer. Alors pour ce qui concerne le sur-terre, vous avez ce qu'on appelle le syndrome éolien, qui a fait l'objet d'études internationales. Attendez, mais c'est fou réalisé par l'US Navy, réalisé par l'Association des médecins canadiens, alerté par l'Association des médecins allemands qui disent qu'il faut arrêter la politique éolienne tellement c'est grave. Partout. Nous, Association des médecins français, il y a 10 ans, ils avaient émis une alerte. Le dernier, là, il a dit non, il n'y a pas de problème. Ils appellent ça l'effet nocebo. Les gens sont malades parce que les anti-éoliens leur disent que ça les rend malades. Voilà, l'effet nocebo. Et alors, comment ? Voilà, en fait, c'est l'effet de l'inverse placebo. Si on vous dit que c'est dangereux, vous allez avoir mal à la tête, en gros. Sauf qu'il y a des vaches qui sont mortes. Il y en a eu 400 à Nozay et je ne suis pas sûr qu'elles aient accès au réseau Internet et aux réseaux sociaux. Donc, il va falloir qu'on m'explique. Donc, alors en plus, parce que l'étude sur laquelle se basent les promoteurs éoliens, c'est une étude australienne qui a été réalisée par une personne qui a confronté des personnes dans une salle pendant 10 minutes à des infrasons et l'autre, on ne lui donnait pas d'infrasons, on lui disait c'est pas bien les éoliennes. Et en fait, les personnes à qui on disait ça avaient mal à la tête. Voilà, pendant 10 minutes. Les personnes qui sont confrontées à des infrasons, elles sont confrontées à des infrasons la nuit totale et pendant des longues périodes. Donc, céphalée, vertige, problèmes cardiovasculaires, cancer, et j'en passe et des meilleurs. Donc, non, c'est très très grave, très très grave. Donc, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais dans mon bouquin, il y a... Et les oiseaux, alors là, les oiseaux... 2 types de problèmes. Alors, parlons-en des oiseaux. C'est intéressant, parce qu'il y a un double enjeu avec les oiseaux. Vous avez les oiseaux. Donc, les oiseaux, dans l'étude de la Ligue de protection des oiseaux, ils disent qu'il y a 2 problèmes. Le premier, c'est les habitats. Ah oui, quand on n'est pas à l'aise, on part. Les oiseaux, ils font la même chose que nous. Sauf que quand vous avez acheté une maison qui est à 500 mètres d'une habitation, vous n'arrivez pas à revendre votre maison. Comment vous faites ? Vous êtes obligé de subir. Et puis, le déchiquetage des oiseaux. Donc le déchiquetage, c'est les milans royaux, en particulier tout ce qui est rapaces, tout ce qui est oiseaux planants. Les chauves-souris, donc, elles sont déchiquetées, on ne trouve même plus les cadavres, parce que les pales d'éoliennes tournent à 300 km/h et les chauves-souris ne les voient pas. Donc quand elles sont broyées, on ne les retrouve même pas au sol. Il y a des études ornithologiques mondiales sur le sujet. On peut en faire des annuaires, tellement il y en a, sur l'impact des éoliennes sur les oiseaux. Et la Ligue de protection des oiseaux, c'est pas grave. Oui, la Ligue de protection des oiseaux est financée par les promoteurs éoliens, par les 2 syndicats de promoteurs éoliens, le syndicat des énergies renouvelables et France Énergie Éolienne. Voilà.
Donc j'interpelle souvent mon ami là, Bougrain-Dubourg. Parce que Bougrain-Dubourg, l'autre jour, il dit « faut pas mettre d'éoliennes au large de l'île d'Oléron ». Bah oui, évidemment, il habite à l'île d'Oléron. Alors je dis « eh oh, et Natura 2000, à l'île du Noirmoutier, là, vous en pensez quoi ?» Alors quand les éoliennes, vous êtes un NIMBY, ils appellent ça les NIMBY, c'est not in my backyard, c'est quand c'est pas dans mon arrière-cour, c'est le mot péjoratif pour parler des anti-éoliens. Il y a 2 grands NIMBY en France. Il y a Bougrain-Dubourg, pas d'éoliennes au large d'Oléron, mais partout ailleurs. Et puis Emmanuel Macron, puisque quand il a été élu, eh bien, ils ont arrêté le projet d'éoliennes au large du Touquet. Évidemment, ça a embêté Madame Trogneux. Et alors, c'est le seul parc éolien qui a été annulé pendant le règne de Macron, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Bonne transition. Beaucoup de questions sur les possibilités qu'aurait un prochain gouvernement à revenir sur ce qui a déjà été engagé. Alors ça, c'est une excellente question. C'est la question de... parce que, vous savez, faut avoir... Alors, ça fait 10 ans que je me bats. Ça fait 10 ans que le cynisme de ces gens-là... au début, on me dit « Mais comment c'est possible, monsieur Bouglet ?» Je dis ça souvent. Avec tout ce que vous avez écrit, tout ce qui est... comment c'est possible ? J'espère que les élections... Aujourd'hui, pour lutter contre un parc éolien, sur Terre, c'est plus facile que le en mer. Parce que le en mer, ils ont fait une chambre spéciale. Ils ont fait un tribunal spécial. Hein, donc c'est à Nantes, avec une cour spéciale. Bon, vous avez compris ce que ça veut dire. Avec des juges bien nommés. Pour le en terre, on arrive à avoir de temps en temps des bonnes décisions par des tribunaux administratifs ou des cours administratifs d'appel, parce qu'évidemment... Alors, il faut savoir, je dis tribunal administratif, c'est fini. Parce qu'ils ont supprimé le premier degré de juridiction. Avant, on allait au TA, après à la cour administrative d'appel, après au Conseil d'État. Là, ils ont supprimé le TA. Donc maintenant, on va directement à la cour administrative d'appel. Et encore, pour les éoliennes en mer, ils ont supprimé le 2e degré de juridiction. Donc maintenant, pour les éoliennes en mer, on ne va même plus à la cour administrative d'appel de Nantes. On va directement au Conseil d'État. C'est le Conseil national de protection de la nature, qui est une autorité du ministère de l'Environnement, devait donner un avis préalable pour l'atteinte aux espèces protégées. Donc, vous comprenez, les parcs éoliens détruisent les espèces protégées. Le préfet doit donner une autorisation de destruction des espèces protégées. Et pour ça, le Conseil national de protection de la nature devait donner un avis préalable. Eh bien, ils ont supprimé l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature. Tchouk ! Ils ont supprimé les voies de recours. Tchouk ! Tout, les uns après les autres. Donc, aujourd'hui, on n'a qu'une nécessité. Et moi, je suis engagé, j'ai déjà rencontré 4 candidats à l'élection présidentielle, dont un de gauche et 3 de droite, candidats et candidates. Je vais tous les rencontrer. J'essaye, il faut absolument, et nous, en tant qu'anti-éoliens, on va se mobiliser pour faire élire un président anti-éolien. Alors, très rapidement, politiquement, à droite, vous avez Marine Le Pen, donc elle est anti-éolien. Vous avez Dupont-Aignan, il est anti-éolien. Jean-Frédéric Poisson, il est anti-éolien. Xavier Bertrand est bien anti-éolien, ça c'est bien. Pécresse, alors là, il faut vraiment qu'on l'élimine à la primaire. Vraiment, je vous incite, mais il faut vraiment aller la dégager, celle-là. Voilà. Nous allons aussi, donc côté Europe Écologie Les Verts, vous avez jusqu'au 12 septembre pour vous inscrire aux primaires. Ça coûte 2 € d'Europe Écologie Les Verts. Donc on va s'investir aux primaires d'Europe Écologie Les Verts, parce que Jadot, il faut savoir que Yannick Jadot, c'est l'ancien chef des opérations spéciales de Greenpeace. Et que sur sa liste, il a Jean-Yves Grandidier, sur la liste aux européennes, il avait Jean-Yves Grandidier, le principal chef d'entreprise d'éoliennes françaises indépendantes. Voilà. Donc c'est juste pour vous expliquer. Celle qui pourrait aller, c'est Delphine Batho, dont on a des éléments qui pourraient nous faire penser qu'elle est la moins pro-éolienne. Mais enfin, Europe Écologie Les Verts, c'est vraiment le parti de l'éolien. Hein. On pourrait l'appeler Europe Éolienne Les Verts. Donc oui, les élections présidentielles. Laurent Wauquiez, c'est dommage qu'il ait abandonné la course. Il était plutôt timide sur l'éolien. Alors Valérie Pécresse, on n'en parle pas. Michel Barnier, ça va.
ça va. On a des contacts, ça devrait aller. Xavier Bertrand aussi. Arnaud Montebourg, plutôt anti-éolien, là-dessus j'ai pu vérifier. Mélenchon, totalement pro-éolien. C'est avec Europe Écologie Les Verts, ils se font la course à l'échalote. Le Parti communiste est plutôt anti-éolien. Et puis voilà, lutte ouvrière aussi, enfin toute la partie très à gauche est plutôt anti-éolien. Zemmour est anti-éolien, vous avez raison, Zemmour est anti-éolien. Mais il fait pas mal d'erreurs. Voilà. Non mais c'est, pour le réseau anti-éolien, c'est des puristes, donc il faut bien connaître le sujet. Voilà. Comment ? Nicolas Dupont-Aignan aussi, qui connaît bien le sujet, il est bien, il connaît bien. Mais moi, vous savez, je côtoie tout le monde, y compris à gauche. Je ne me positionne pas sur cette question de l'éolien. En tant que citoyen, je peux me positionner politiquement pour un tel ou un tel, mais sur le domaine de l'éolien, je vois tout le monde, je discute avec tout le monde, et ensuite, on établit un degré et une échelle de valeur plus ou moins anti-éolien ou plus ou moins pro-pollution éolienne. Voilà. Oui, il faut, mais suivez un petit peu ce qui se fait et il n'y a pas de problème. Alors, vous avez interpellé certains d'entre nous sur le fait que les réacteurs nucléaires n'étaient pas pilotables. Oui. Et donc, j'ai 2 ou 3 questions qu'on pourrait résumer en quelle énergie pour 2030, à votre avis ? Alors, je vais commencer à parler de mon second livre. En avance. Alors, on a eu cette discussion un peu à table. Je ne veux pas que vous soyez surpris d'une position que j'ai, qui est de dire que la question de la dimension anthropique du réchauffement climatique n'est pas mon sujet. Je veux dire par là que je ne cherche pas à savoir s'il y a ou pas un réchauffement climatique et si ce réchauffement climatique est dû à l'humain. Ma question, c'est s'il y a un problème de climat, est-ce que les éoliennes répondent à ce problème de climat? C'est tout. Et s'il y a un problème de CO2, est-ce que les éoliennes répondent à cette question? La réponse est non, puisqu'on a vu qu'en France, nous disposions d'une électricité qui est à 80 à 90% décarbonée. Donc, il faut savoir que la France... Non, mais là-dessus, il faudrait quand même qu'on arrête de s'auto-flageller. Moi, j'en ai assez d'entendre Barbara Pampili dire « mais il faut qu'on accélère la décarbonation ». Mais la France est décarbonée. Bon sang, on est les champions du monde. C'est mis dans la presse internationale. C'est mis dans les... Vous avez des études réalisées. La France est déjà en avance sur la transition énergétique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la France veut sortir du nucléaire. Il faut prendre dans l'autre sens. La loi a dit qu'on avait passé de 75 à 50, fermer plusieurs réacteurs nucléaires. Ben non, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des innovations majeures en la matière, notamment ce qu'on appelle les petits réacteurs modulaires. Vous avez les réacteurs au sodium liquide qui permettent de manger les déchets radioactifs des autres centrales. Or, la France, qui était en avance sur le secteur, avec les réacteurs de 4e génération, c'est le projet Astrid, eh bien, Emmanuel Macron a demandé l'arrêt du projet Astrid, qui est le projet qui permet d'utiliser les déchets nucléaires qui posent problème. Et alors que, écoutez bien, la Chine, la Russie, Bill Gates aux États-Unis sont en train de développer une gamme de réacteurs nucléaires au sodium liquide. Et il y a quelque chose de formidable, les Russes, qui sont en train de développer leur industrie nucléaire, ils disent « donnez-nous vos déchets nucléaires ». Ils les prennent. Selon vous, pourquoi ? Parce que le déchet nucléaire des centrales de première génération constitue le meilleur combustible des centrales nucléaires de seconde génération. Ils disent « donnez-les-nous, nous, il n'y a pas de problème, hein, on les prend ». Et d'ailleurs, l'Allemagne, c'est intéressant, l'Allemagne, le pays de la transition énergétique, vient d'accepter de payer 1 milliard d'euros à Orano, qui est la boîte qui traite les déchets nucléaires, pour rapatrier les déchets nucléaires en Allemagne. Ce n'est pas le fruit du hasard. Et nous, on dit quoi ? On dit on arrête ce que tous les pays dans le monde sont en train de développer, les réacteurs au sodium liquide qui utilisent
cette technologie. On en reparlera plus tard parce que ce n'est pas l'objet du sujet. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la France est un des pays leaders au niveau mondial de l'électricité nucléaire. On a une avance considérable et on est en train, sous la coupe de l'Allemagne et des partis écologistes, de se suicider industriellement en détruisant une industrie qui représente 7% des emplois industriels, la troisième filière industrielle et plus de 400 000 emplois directs, indirects et induits. Et alors que nous n'avons aucune... Et on nous dit, ah oui, mais si on baisse le nucléaire, on va créer des emplois. Mais sauf qu'on n'a plus d'emplois parce que toutes les éoliennes et tout ce qui relève des énergies renouvelables est réalisé en Allemagne. Et c'est la raison pour laquelle l'Allemagne met dans ses acteurs clés de l'énergie Wind 2, c'est-à-dire la transition énergétique, WWF et Greenpeace, qui sont les terroristes économiques qui balancent des drones sur nos centrales nucléaires et qui abîment l'image de notre joyau, je le dis bien, énergétique français, qui assure notre souveraineté électrique, qui assure notre confort électrique à tous. On est très content de bénéficier d'une électricité. Juste une petite parenthèse. L'autre jour, le président de la Creux, Jean-Pierre Carenco, il s'appelle Carenco, il dit « Oh ben, commence à m'ennuyer les anti-éoliens. S'ils ne veulent pas d'éoliennes, dans ce cas-là, on n'a qu'à leur couper l'électricité. » qu'il a dit. Eh bien, moi, je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis anti-éolien, je veux bien qu'on ne me donne pas d'électricité éolienne. Mais dans ce cas-là, monsieur Carenco, ceux qui sont anti-nucléaires, on leur coupe l'électricité nucléaire. Et on va voir, voilà, puisque ça représente 70%. C'est assez étonnant, d'ailleurs, de voir les représentants de Greenpeace et autres utiliser allègrement le courant électrique. Ils n'arrêtent pas le courant pendant 70% du temps dans la journée en se disant, on va faire de l'objection de conscience. Vous voyez toute l'hypocrisie. En tout état de cause, c'est un sujet fondamental parce que l'Allemagne essaye, via la politique énergétique, de nous mettre en esclavage à la fois de leur énergie renouvelable et à la fois du gaz russe, puisque comme il faut un complément, eh bien on va le faire avec le gaz, et le gaz va venir de Russie via l'Allemagne, via Nord Stream 2. Voilà. Est-ce que tout ce que vous avez dit sur les éoliennes s'applique également aux petites éoliennes privées qui sont proposées notamment par EDF, au même titre que les panneaux solaires, à tout ce qui est particulier et exploitation agricole? Non, mais l'autoconsommation, les petites éoliennes individuelles, ce n'est pas notre sujet. Chacun fait ce qu'il veut chez lui. S'il veut une éolienne pour faire monter de l'eau dans un puits, ça c'est... Là, on parle d'éoliennes industrielles qui font 150 à 240 mètres de haut, pas le comprises. Pour les panneaux photovoltaïques, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande opposition citoyenne au sujet. Les gens font ce qu'ils veulent sur leur hangar agricole. En revanche, ce qui est problématique, c'est quand même le coût de l'électricité subventionnée des panneaux photovoltaïques. Et d'ailleurs, le Conseil d'État, puisque le gouvernement compte revoir les subventions aux panneaux photovoltaïques, le Conseil d'État a précisé dans un arrêt que c'était d'intérêt général que de revoir les tarifs de rachat des panneaux photovoltaïques. Est-ce que dans toutes les rencontres que vous avez faites, vous pourriez classer par parti politique quels sont, en dehors des leaders, mais plutôt au niveau de la base militante, quels sont ceux qui seraient aujourd'hui le moins favorables aux éoliennes? Est-ce que c'est plutôt la gauche, le centre, l'extrême gauche, l'extrême droite? Visiblement, ce qui intéresse nos participants aujourd'hui, c'est au niveau de la bonne foi des électeurs et de la base qui seraient en fait principalement, mais comme nous d'ailleurs quand on vous écoute, assez mal informés sur le sujet. En fait, je pense que si vous prenez les sondages des promoteurs éoliens, ils nous disent que 80% des gens sont favorables à l'éolien. Si on prend le sondage qui a été réalisé en Bourgogne, on a les chiffres inverses. Le problème n'est pas un problème politique, c'est un problème de sociologie du lieu d'habitation. Si vous êtes à la campagne, quel que soit le parti politique auquel vous adhérez, vous êtes hostile à l'éolien, parce que vous en voyez les conséquences. Si vous êtes dans un milieu urbain boboisé à Stalingrad, au canal Saint-Martin, vous êtes pro-éolien parce que ça va sauver la planète et que ça vous permet de vivre correctement avec des voitures électriques.
des proches de Mélenchon dans la France Insoumise, quand je discute avec eux, j'étais l'autre jour à Saint-Brieuc, et dans la manif, il y avait les représentants de la France Insoumise, et ils étaient super sympas. Donc la base de la France Insoumise est plutôt anti-éolien. Mais Mélenchon, Ruffin, c'est un peu plus compliqué. Non, le Rassemblement national, c'est incontestablement, enfin le Rassemblement national, c'est quand même le premier parti de France. Donc c'est facile d'être facilement électeur du Rassemblement national et anti-éolien. Et en plus, le Rassemblement national récupère pas mal de voix dans le monde rural. Donc oui, les gens du Rassemblement national, beaucoup chez comment dire, ah ben voilà que j'ai encore oublié son nom. Comment Philippot, je connais pas, j'ai jamais eu de contact avec lui. L'autre là, que vous m'aviez dit tout à l'heure là, Dupont-Aignan, voilà. Oh là là. Voilà, Nicolas Dupont-Aignan, lui, il y a pas mal d'équipes anti-éoliennes qui sont proches de Dupont-Aignan. Ça, c'est incontestable. Pour les européennes, je lui avais proposé d'être bien placé. Il n'a pas voulu. Les gens n'ont pas voté pour. C'est assez intéressant. Alors après, il m'a rappelé. Voilà, oui, mais il y a un moment, il y a des momentum. Donc voilà, le momentum n'était plus là. Et voilà. Donc ce que je peux vous dire simplement, c'est que ce que je ressens, c'est que qu'on soit de droite ou de gauche, chez les anti-éoliens vraiment déterminés, ce qui représente quand même maintenant beaucoup de personnes, leur choix pourra aller dans un parti politique qui n'est pas celui dont ils sont originellement associés. Et je pense que certains l'ont compris politiquement, d'autres ne l'ont pas encore compris. Et d'autre part, je pense par exemple à Éric Zemmour, il y a des façons de parler aux anti-éoliens et c'est bien de discuter avec les anti-éoliens pour savoir comment ça marche. Donc, c'est bien d'essayer de capter un électorat, mais c'est bien de discuter avec cet électorat. Je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan et Éric Zemmour. Encore faut-il qu'ils veuillent être formés. S'il y a des questions, même... oui ? Je n'ai pas bien compris la réponse que vous avez donnée à la question concernant la marge de manœuvre dont disposerait un autre président compte tenu des engagements qu'a pris le Conseil. Alors, c'est une très bonne question. Pour les projets anciens, déjà, on peut les éliminer. Puisque le plan pluriannuel de l'énergie, vous êtes président de la République, vous pouvez immédiatement faire un moratoire et un gel de tout projet. Vous demandez au préfet d'arrêter. Ah oui, mais enfin, c'est quand même 15 000 à échéance. Hein, donc, si c'est un doublement, plus les éoliennes en mer. Les éoliennes en mer, il n'y en a pas encore de construite au large des côtes françaises. Il y a juste une éolienne flottante au large de Saint-Nazaire. Donc, ne serait-ce que les éoliennes en mer, si vous les éliminez, ça fait des milliers d'emplois qui sont sauvés dans le milieu de la pêche. Après, il y a la question, moi personnellement, je pense qu'il y a deux solutions. Soit on crée un impôt qui est équivalent aux subventions. Dans ce cas-là, on n'a pas outrepassé le contrat et on a créé un impôt correspondant à la subvention. Donc moi, je serais plutôt, si on ne peut pas remettre en cause les contrats en cours, moi, j'y suis favorable, hein, je l'ai dit tout à l'heure à table. Et si on ne peut pas utiliser les contrats, on vérifiera avec les spécialistes du droit des marchés publics et de tous ces systèmes-là, et bien on créera un impôt qui permettra de récupérer cet argent qui est, je vous le rappelle, notre argent. Et je veux quand même souligner qu'on a découvert qu'une partie des fonds de pension propriétaires des parcs éoliens en France sont des fonds de pension de retraite. C'est-à-dire que c'est l'argent public des Français, les 250 milliards, qui financent la retraite des Canadiens via Enbridge. Hein, c'est quand même... Donc, on n'a pas de leçon à recevoir sur la signature française. Nous devons préserver nos retraites et le financement de nos retraites. Il n'y a pas de raison qu'on donne notre argent public à financer des bénéfices privés, surtout dans les conditions dans lesquelles c'est fait. Donc moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je pense qu'on doit pouvoir s'en sortir. Voilà. Surtout qu'en plus, si on devait voir avec l'Europe, c'est un politique qui m'a posé la question, si avec les objectifs européens, nous, on a rempli nos objectifs de décarbonation. On n'a pas besoin d'éoliennes. On est décarboné. Voilà.
Et surtout, ce qui va se passer, c'est que la Commission européenne, dans les prochains jours, dans les prochains mois, va intégrer le nucléaire dans les activités vertes. Donc, à partir du moment, dans ce qu'on appelle la taxonomie, la Commission européenne est en train d'établir la liste des activités faisant l'objet de financement public parce qu'elles sont vertueuses, et le nucléaire va intégrer probablement, selon toute vraisemblance, cette liste des activités dites vertes. Donc, à partir du moment où les activités vertes, le nucléaire sera intégré dans les activités vertes, on n'aura plus besoin d'éoliennes en France. Très bien. Une dernière question. Avez-vous travaillé avec Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares? Je n'ai pas travaillé avec lui, mais le chapitre concernant les métaux rares, le sous-chapitre sur la composition des éoliennes, cite évidemment le livre de Guillaume Pitron, qui est un très bon livre que je vous recommande. C'est lui qui a dévoilé le scandale des terres rares, et il fait partie de ce courant avec Michael Moore, qui a fait un documentaire Planet of the Human, le livre de Guillaume Pitron qui est sorti, mon livre sur les éoliennes, ce courant actuel de remise en cause de la transition énergétique, qui est vraiment un mouvement de fond très important et qui va, je pense, normalement détruire l'écologie politique d'Europe Écologie Les Verts. En tout cas, moi, je pense que ce parti ne devrait pas avoir un essor aussi considérable, mais en tout cas, il faut se battre contre lui. Merci beaucoup.